frivoler ou décortiquer certaines questions qui ont marqué ou défrayé la chronique, mais aussi parler un tout petit peu de raisons qui ont occasionné son exil. Et donc je vous souhaite déjà la bienvenue, docteur. Merci. Alors commençons par ces noms célèbres. Vous êtes aujourd'hui appelé le réparateur de femmes violées. D'où provient exactement ce nom, cette appellation? Enfin, j'avais fait une série d'interviews avec Madame Colette Brackman. Elle a regroupé ces interviews dans un livre qu'elle a appelé Le réparateur des femmes. Je pense que c'est elle qui peut donner plus d'explications par rapport à ses choix. Vous êtes dans cette province depuis combien de temps exactement? Comme médecin, un peu plus de 25 ans même. Je frôle maintenant les 30 ans dans cette province. Pourquoi vous avez voulu catégoriser votre expertise que dans le traitement de femmes violées ou agressées? En effet, je travaille dans cette province comme médecin depuis 1983. Et la chose qui m'avait le plus marqué dans l'exercice de ma fonction, c'est la souffrance des femmes. C'est ce qui a motivé d'ailleurs que je fasse la gynécologie et l'obstétrique. Mon objectif était de faire partie de ceux-là qui se battent contre la mortalité maternelle. Pour moi, il était tout à fait anormal qu'une femme qui va donner la vie, que ce soit elle qui perde sa vie. Et donc, j'ai créé des écoles d'infirmières, d'accoucheuses, j'ai formé des accoucheuses, j'ai participé dans en fait, l'amélioration des soins des femmes enceintes, donc lutter contre la mortalité maternelle sous divers angles. Et malheureusement, en 1996, quand notre pays est attaqué pour la première fois, mon hôpital a été un théâtre d'un drame indescriptible. Les malades que j'ai soignés, beaucoup ont péri dans leur lit, massacrés. Et devant cette situation, je n'avais pas le choix. Je me suis installé à Bukavu. Et cet endroit, c'était en fait les réfugiés rwandais qui habitaient à cet endroit jusqu'en 1996. En 1998, j'ai fait la première tentative de monter 2 tentes ici. Et pour pouvoir y recevoir les malades, éventuellement faire des césariennes pour les femmes qui ne pouvaient pas traverser toute la ville pour aller au nord où se trouve l'hôpital général, des références à l'époque de toute la ville de Bukavu. Malheureusement, en 1998, pendant la Deuxième Guerre, tout mon matériel, les tentes, etc., le matériel était donné par l'UNICEF et tout avait été pillé. Et donc, cette première tentative de vouloir faire quelque chose pour les femmes de Bukavu avait échoué. Alors, j'ai réessayé en 1999. Et là, on a réhabilité 2 bâtiments qui sont au fond de cette clôture, qui étaient en fait des vieux bâtiments de l'armée congolaise, qu'on a réhabilité. Et c'est là où on a commencé l'hôpital. Notre surprise sera, la première victime que nous avions soignée ici, ce n'était pas une femme qui est venue pour qu'on puisse faire la césarienne, mais c'était plutôt une femme qui venait de 500 mètres d'ici et qui avait été brutalement violée par plusieurs personnes. Et après l'avoir violée, en fait, ils ont tiré au niveau de son appareil génital et de ses cuisses. Elle est venue ici avec de multiples fractures. C'était notre première victime. Et donc, pour vous dire, c'est un travail où j'ai été entraîné, mais je ne l'avais jamais imaginé ou pensé que je pouvais m'occuper de choses comme ça. Et je dois vous préciser, quand je soignais la première patiente, je pensais tout simplement que c'est une barbarie de la guerre, un fou qui voulait s'amuser, mais s'amusait mal. Mais malheureusement, cette situation, la première année en 1999, à la fin de l'année, c'était en septembre qu'on a ouvert l'hôpital. 3 mois après, on avait déjà soigné 45 femmes
dans la situation. Vous avez compris que c'était un virus qui s'est implanté dans cette province. Là, je me posais des questions, mais l'année 2000, là, quand même, j'ai compris que c'est un phénomène nouveau, puisque je vivais dans la région pendant déjà plusieurs années. Je vous dis, là, j'ai commencé en 1983, en septembre, et donc tout compte fait, dans quelques mois, j'aurai 30 ans de carrière comme médecin dans cette province. Et donc là, en 2000, je me suis rendu compte que c'était un phénomène tout à fait nouveau et qu'il fallait comprendre. Moi, je faisais mon travail de médecin et là, j'ai demandé quand même aux journalistes de Human Rights Watch de venir s'en rendre compte puisque c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et ils avaient publié pour la première fois un article, La guerre dans la guerre sur le corps des femmes. Les gens pensent que Panzi est un hôpital du gouvernement, d'autres disent que c'est un hôpital privé, et il y a même certains autres qui pensent que c'est une appartenance privée du docteur Mukwege. Alors, vous êtes présent. Quelle est la petite histoire de cet hôpital? À qui appartient exactement l'hôpital Panzi? Je pense que les gens ils font des rumeurs au lieu de chercher l'information à la source. Cet hôpital, comme vous pouvez le remarquer, c'est bien écrit Hôpital général des références de la zone de santé d'Ibanda à Panzi. Et donc, je crois que ces hôpitaux, ce sont des hôpitaux intégrés dans le système de santé du gouvernement congolais. Et nous avons un système, en fait, où chaque zone de santé a un hôpital de référence. Et l'hôpital de Panzi, c'est bien un hôpital de référence. Moi-même, je suis un agent de l'État. Donc, j'ai un numéro matricule, ouais. Et le personnel aussi. Et donc, je crois que ce qui s'amusent à dire que c'est mon hôpital privé, je crois qu'ils exagèrent un peu. Voilà. Alors, nous sommes devant vous, vous êtes face à notre caméra. Pouvez-vous nous donner les raisons réelles et exactes qui ont occasionné votre déplacement de l'étranger? C'était le 25 octobre 2012, alors que je revenais d'une mission à l'étranger. Je suis venu donc de l'aéroport, je suis venu directement ici à l'hôpital où j'ai travaillé normalement jusqu'à 16 h. Et à 16 h, je suis retourné chez moi. Malheureusement, le soir, en arrivant chez moi, il y a des personnes armées qui m'attendaient à l'entrée, donc le portail de chez moi à l'entrée. Et les 5 personnes se sont tous précipités pour entrer dans ma voiture. Ils étaient armés, ils avaient des armes d'assaut. Et une personne parmi eux avait un revolver. Et donc ils se sont précipités dans ma voiture, ils m'ont braqué. C'était quoi leur revendication? Ils n'avaient pas de revendication, ils n'ont rien dit, ils m'ont rien demandé. Mais j'allais constater en fait on va me relater après que ces gens s'étaient introduits dans la parcelle avant que j'arrive. Ils ont pris en otage mes domestiques et les gardiens. Et puis ils sont introduits dans la maison où elles ont également neutralisé tout le monde qui était à l'intérieur de la maison. Donc mes enfants se sont trouvés devant des hommes armés pendant une bonne demi-heure, braqués aussi. Et quand je me suis introduit dans la parcelle, en fait ils ont quitté leur cachette, tous sont entrés dans la voiture. Et là, il y avait un à côté de moi, un autre derrière qui me braquait le revolver et qui m'a demandé de quitter la voiture. Je suis sorti de ma voiture, il a pris la place du conducteur. Et celui qui était à côté de moi, il est sorti de la voiture. En fait, c'est là où le drame s'est produit. Mon gardien a été tué sur place. Moi, je ne peux pas vous expliquer comment j'ai pu échapper à ce drame. Il a été tué devant vous? Ce qui nous séparait, c'était le capot du véhicule. Quand le monsieur
s'avançait vers moi. Mon gardien, en fait c'était une sentinelle, il a crié « Anaoua Baba, Anaoua Baba » et donc le monsieur qui pensait qu'il avait déjà le contrôle de tous les lieux, il n'a pas su que ces garçons s'est détaché en fait des cordes parce qu'ils étaient tous liés. Et en fait, quand le monsieur voulait tirer sur moi, il a voulu, en criant, essayer de faire un appel et puis il s'est avancé vers l'agresseur. Donc il est tombé à 2 mètres de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez bel et bien échappé, mais dans quelles conditions exactement? On en parle en exclusivité? Non, mais je crois que j'ai échappé miraculeusement. Parce que bon, ils étaient chez moi depuis, j'ai dit, plus d'une demi-heure, et ils attendaient que moi. Et donc, quand je suis arrivé, je vous signale qu'ils n'ont rien pris à la maison, sauf qu'ils ont coupé la communication. Les 2 filles qui avaient des téléphones, elles ont pris leurs moyens de communication. Les filles qui voulaient donner des bijoux, elles ont dit non, nous ne sommes pas venus pour ça. Et ils étaient là, ils m'attendaient. Et donc, quand je suis arrivé, leur opération était d'entrer dans le véhicule, contrôler également les véhicules. Et donc, les tueurs est descendu du véhicule. Et en fait, les réflexes de tomber, peut-être, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Mais vous expliquez plus, il y a le réflexe de tomber, puisque quand on tire à 1 mètre de vous, les bruits, vous ne savez pas sur qui on tire. Et donc je suis naturellement tombé, parce que dans la parcelle, on a trouvé 6 douilles. Et il y avait deux balles qu'on a retrouvées chez mon gardien. Et donc j'ai échappé. Voilà. Et juste après, vous êtes décidé d'aller à l'étranger. C'était sous couvert du gouvernement congolais ou c'était une initiative personnelle? Je pense que là, c'est quand même quelque chose qui m'a désolé. Parce que je suis congolais, j'aime mon pays, je fais mon devoir au Congo, je suis attaqué, je devrais avoir droit d'abord de connaître qui a fait. Et 3 jours après, j'avais constaté qu'il n'y avait aucun processus d'investigation qui avait commencé. Sous les chocs et les traumatismes, j'ai préféré me mettre à l'abri. Et donc j'ai quitté le pays 3 jours après. Alors, vous avez quitté le pays et pendant votre absence, tout était pratiquement mort ici à l'hôpital de Pandi? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que maintenant nous avons 12 ans d'exercice et pendant ces 12 ans, nous sommes attelés à former des jeunes. Et je suis très très content de leurs prestations. Il est certain que lorsque toute l'équipe est en place, on fait mieux puisque l'échange de connaissances et d'expériences améliore la prise en charge. Mais loin de là, l'hôpital a continué à fonctionner et bien fonctionner. Est-ce que ces déplacements étaient-ils pour interpeller le gouvernement congolais à sa responsabilité? Bon, c'était d'abord, je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un avec qui vous aviez vécu 20 ans, qui est abattu devant vous, sans raison, que vous restiez chez vous pendant 3 jours, il n'y a personne qui vient vous demander qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une visite de courtoisie du gouverneur de province, mais il n'est pas de la police judiciaire, il n'est pas de la police judiciaire. Donc c'est quand même inquiétant. Donc vous êtes dans un endroit où vous sentez que vous n'avez aucune protection. Et je pense que ce n'est pas une interpellation. Si ça doit constituer une interpellation, tant mieux, mais je pense que tout Congolais a droit à la protection. Tout Congolais devrait être protégé, quel qu'il soit. Et je pense que quel que soit ce qu'il fait, tout Congolais a droit à la protection. Et je pense que c'est une frustration de sentir qu'il y a un mort dans votre maison et il n'y a personne qui vous dit qu'est-ce qui s'est passé.
Donc je crois que si c'est une interpellation, il vaut mieux que ça soit une interpellation et que ça soit prise comme ça pour que demain ça ne se répète pas. Aujourd'hui, vous êtes quand même de retour ici à Bukavu. C'est parce que vous avez déjà saisi la justice ou parce que le gouvernement vous a confirmé de prendre en charge enfin ou finalement votre sécurité? Je vous ai dit que je suis congolais, j'aime le Congo et toutes mes attentes, je ne peux pas